Bonjour à tous merci d'être connectés pour ce jeudi web, donc le 14e jeudi web proposé par l'Interfilière sur la thématique suivre les consommations et les impacts de son établissement. Exemple d'outils concrets. L'idée de ces jeudis web, hein, c'est de proposer des rendez-vous en visio en abordant une thématique en lien avec le tourisme durable et de partager des solutions concrètes en faisant intervenir des professionnels du tourisme. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter l'interfilière pour ceux qui ne nous connaissent pas rapidement. Donc, en quoi consiste l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine? Notre objectif est de faire le lien entre trois têtes de réseau du tourisme de la région. Donc, l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, qui est l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air de Nouvelle-Aquitaine, qui représente le tourisme social et solidaire. Donc, au niveau des hébergements, tout ce qui est village vacances, auberge de jeunesse, centre de vacances principalement. L'UMI Nouvelle-Aquitaine, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine, qui représente plutôt le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine, la NAPA, qui représente les campings. Et donc, nous, on a pour objectif d'accompagner les adhérents de ces trois filières vers le tourisme durable en proposant différents types d'accompagnement, des accompagnements individualisés ou collectifs, en valorisant le tourisme durable, hein. Donc, on intervient dans différentes instances du tourisme durable, on propose des webinaires comme celui d'aujourd'hui, et on organise également chaque année notre journée technique régionale. Et enfin, on anime aussi la ville interfilière en proposant des réunions assez régulières avec les trois filières pour être toujours au plus près des problématiques de leurs adhérents et des besoins. Donc, au niveau du programme de ce jeudi web, dans un premier temps, je vais vous présenter l'outil de suivi que nous proposons à l'interfilière, qui a été créé avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et qui est en libre accès et disponible sur demande pour les adhérents des trois filières. Ensuite, nous aurons le témoignage de deux professionnels qui ont une démarche de suivi de leur consommation. Donc le camping Le Paradis, qui est un membre de la NAPA, et l'hôtel-restaurant Le Renaissance, qui est un membre de l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Je vous présenterai par la suite les intervenants et je leur laisserai la parole. On en profitera pour avoir un petit temps de questions-réponses après ces témoignages. Euh, L'idée, voilà, c'est de pouvoir aussi échanger hein, sur ces thématiques-là. Et ensuite, nous passerons plutôt sur la partie bilan carbone, puisque effectivement, donc le suivi des consommations, c'est important, mais il y a aussi un autre type de suivi qui est intéressant, c'est celui des impacts de son établissement et notamment des impacts en termes d'empreinte carbone. Et nous aurons le témoignage de deux professionnels, hein, mais associés au même établissement, le village vacances Le Junca d'Arthès Découverte et Vacances, qui est un membre de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je vous propose de fonctionner comme ça. On démarre sur les présentations et je ferai des petits temps de questions-réponses après les témoignages, si vous en avez. Et s'il reste du temps à la fin, on aura aussi l'occasion de rediscuter de tout ça. Donc concernant l'outil de suivi proposé par l'interfilière, cet outil sert en fait de baromètre mon hébergement durable, comme on l'a appelé, et permet de suivre l'électricité, donc les consommations en électricité, en gaz, en fuel, en eau, et également sur les déchets, avec la partie suivi des ordures ménagères et des pratiques de tri de votre établissement. Concrètement, à quoi sert cet outil? Donc, il vous permet de réaliser le suivi manuel de vos consommations, d'optimiser le travail de saisie par la personne en charge en fait de suivre ces consommations au sein de votre établissement. L'idée aussi, c'est de pouvoir vous l'approprier, hein. Vous pouvez le modifier et l'adapter à votre propre fonctionnement. C'est une base, on va dire, une première base. Cet outil permet également de bénéficier de graphiques visuels qui vont vous faciliter l'analyse du suivi de vos consommations et des coûts en fait de vos factures associées, d'identifier ainsi les potentiels d'économies et notamment financières, hein. On l'a vu aussi précédemment avec un établissement qui a testé cet outil. Ça lui a permis par exemple d'adapter sa stratégie au niveau des périodes d'ouverture de son établissement en identifiant les coûts
euh, les coûts des consommations, des différentes consommations. Mais ça permet aussi de mesurer en fait les économies réalisées suite à la mise en place d'actions. Donc, par exemple, on peut le voir sur les factures des ordures ménagères. Si on intègre le tri des biodéchets, donc on va pouvoir voir en intégrant le tri des biodéchets la réduction des ordures ménagères, ce que ça va impliquer sur les factures. Et ça permet également ça peut servir d'appui pour certaines démarches, comme les démarches de labellisation ou la déclaration sur la plateforme Opera, donc qui concerne peut-être certains d'entre vous. Donc, je vais faire un bref rappel concernant la plateforme Opera. Donc, en lien avec un décret, donc le décret tertiaire, qu'on appelle précisément éco-énergie tertiaire. C'est une obligation réglementaire qui engage les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. L'idée de ce décret, c'est de lutter contre le changement climatique, de réduire les factures énergétiques, notamment, mais aussi d'améliorer le confort des usagers et de valoriser le patrimoine et l'image. Donc cette démarche obligatoire, elle concerne uniquement les établissements de 1000 mètres carrés ou plus, qu'ils soient propriétaires ou preneurs à bail. Mais voilà, vous pouvez retrouver, je ne suis pas forcément spécialiste du sujet, mais c'est pour faire un petit rappel et pour trouver toutes les informations directement sur le site donc, de l'Observatoire, avec des guides et des aides et un système qui vous permet d'identifier si vous êtes ou non concerné par cette démarche. Et pour ceux qui le sont, c'est une déclaration qui est à renouveler chaque année au 30 septembre. Donc voilà, l'outil en tout cas de suivi peut vous aider aussi à tout au long de l'année effectuer le suivi de vos consommations et vous aider dans ce type de démarche. Pour vous montrer concrètement en quoi consiste l'outil et à quoi il ressemble, je vais vous montrer deux exemples. Donc le premier exemple, c'est pour l'électricité. Donc la première étape, vous allez avoir un onglet qui permet de renseigner vos consommations. Donc là, on a mis à jour l'outil, ce sera de la période 2024 à la période 2027. Donc vous pouvez, à l'aide de votre facture ou des relevés de compteur, renseigner mensuellement les informations qu'on trouve dans les colonnes en orange. Donc là, ça va être la partie saisie manuelle. Et ensuite, automatiquement, l'outil va vous calculer les ratios, les indicateurs, donc notamment kilowattheure par nuitée, euros par nuitée pour l'électricité. Et vous pouvez aussi avoir le ratio en fonction de la surface de votre établissement, donc surface en mètres carrés. Ensuite, vous allez avoir un autre onglet. Donc chaque année, de 2024 à 2027, vous allez avoir donc cette fiche qui va vous permettre d'aller plus en détail sur ce suivi. Donc vous allez pouvoir là renseigner le nombre d'emplacements et de lits marchands de votre établissement, le nombre de jours d'ouverture annuelle, voilà, et quelques informations générales. Et ça va vous permettre de générer automatiquement des fiches récapitulatives avec les graphiques que vous voyez apparaître à l'écran. En fait, pour chaque flux, vous allez avoir deux graphiques. Un graphique qui va représenter l'évolution mensuelle de vos ratios par nuitée sur l'année correspondante, donc ici par exemple 2024. Et ensuite, un graphique qui va vous permettre d'avoir une évolution annuelle, donc de 2024 à 2027, de vos consommations sur le flux en question. Et donc ça va être décliné sur tous les différents flux que vous aurez renseignés. Donc là, pour un deuxième exemple, parce que c'est un petit peu différent, donc parce que pour tout ce qui est eau, électricité, gaz, on est sur le même fonctionnement. Et là, pour le tri des déchets, c'est un tableau à renseigner. Donc au niveau, c'est une déclaration du tri ou non des différents types de déchets que l'on peut retrouver dans vos activités. Donc ça va être un onglet qui va être complémentaire au suivi des volumes des ordures ménagères que vous aurez renseigné avec donc vos factures. Et ensuite, automatiquement, dans les fiches récapitulatives, au niveau de la partie déchets, vous aurez l'évolution annuelle du tri de vos déchets et des différentes typologies des déchets que vous triez ou non dans votre établissement. Alors, j'espère que mes explications sont claires. J'ai été peut-être un petit peu rapide. En tout cas, l'idée, nous, de cet outil, c'est de vous accompagner à l'utiliser dans son utilisation. Donc, vous pouvez
en faire la demande via un formulaire de demande, donc via soit ce QR code ou soit directement sur notre site dans la partie actualité et agenda. Et suite à la demande, nous allons vérifier si vous êtes ou non adhérent à l'une des filières et on vous enverra le fichier Excel qui vous permettra directement d'avoir accès à l'outil. Et voilà, je serai toujours à votre disposition pour faire un rendez-vous et échanger si besoin pour vous aider dans cette utilisation. Je vais laisser la parole donc, aux établissements ici, donc membres de l'ANAPA et membres de l'Uni Nouvelle-Aquitaine qui vont nous parler de leur démarche. Je vais laisser d'abord la parole à Hélène Custer, qui est directrice du camping Le Paradis. Bonjour, je suis Hélène Pustet. Je suis la directrice du camping de Paradis en Dordogne. Mon mari est propriétaire de l'établissement. Donc, en fait, nous sommes un camping familial en Dordogne. Excusez-moi, Hélène, on ne vous entend Oui, pas très très bien. ah, C'est assez faible proche. comme... Oui, d'accord. Donc, nous avons un camping familial et on gère l'établissement avec mon mari. Notre fibre vert existe depuis très longtemps. Nous sommes voilà, Clé Vert depuis très longtemps, depuis 99, et écolabellisé depuis plus de 10 ans. Donc voilà, pour la gestion et le contrôle de nos flux, voilà, en fait, on le fait depuis très longtemps. En fait, voilà, c'était dû à une expérience personnelle, dû à des problèmes de fuite qu'on a pu avoir il y a longtemps, de vouloir gérer et contrôler les consommations. Donc, en fait, c'est venu par une expérience personnelle un peu pénible qu'on a commencé à gérer nos flux. L'eau est quand même, étant donné que nous sommes sur un terrain de 8 hectares, euh, sur des réseaux plutôt vieillissants, et il faut qu'on gère ça de près. Voilà, au niveau des fichiers, ce qu'on utilise, en fait, c'est un peu similaire à ce que Mathilde a proposé, hein, c'est les fichiers Excel. Après, il faut être rigoureux dans le suivi. Alors, sur mesure, il faut déjà de pouvoir savoir ce qu'on consomme en termes de base. Hein, il faut trouver les bases de consommation annuelle. Et là, pour l'eau, nous avons 21 sous-compteurs en place. Donc, ça veut dire avant chaque entrée de bâtiment, avant des divisions des emplacements camping. Donc, nous avons des sous-compteurs sur la totalité du terrain. On le relève une fois par mois. Donc, une fois par mois, on relève les compteurs. Et sur justement notre fiche de suivi, qui est ni plus ni moins de fichier Excel, avec un comparateur de l'année N-1 pour avoir une idée de consommation qui est comparatif en fait. Voilà, on gère ça une année à l'autre. Donc, automatiquement, donc voilà, si on n'a pas de chance qu'il y a une fuite voilà, en début du mois, voilà, effectivement, on va se rendre compte que beaucoup plus tard dans le mois. Mais en général, on arrive quand même à les détecter assez rapidement, car on connaît les consommations habituelles mois par mois. Euh, Pour l'électricité, un peu le même système. Donc, on n'a ni plus ni moins d'une fichier Excel avec des comparateurs de N-1, N-2, avec des graphiques mensuels d'une année à l'autre. Voilà. Donc, déjà, il faut comprendre la consommation en interne pour pouvoir, voilà, pour pouvoir où on veut réduire et comment réduire notre consommation d'énergie. Actuellement, c'est pas toujours évident, hein, les prix ont augmenté. Il y a un autre, surtout chez nous, dans un camping 5 étoiles, les consommations d'énergie
ont bien augmenté avec l'arrivée aussi des véhicules électriques, avec les camping-cars qui sont de plus en plus équipés, les mobil-homes qui sont aussi de plus en plus équipés avec la clim et d'autres appareillages électriques. Donc, pour éviter justement voilà, les pics en fait dans les consommations d'énergie, voilà, nous avons aussi installé depuis peu de temps, en fait, on commence à avoir un contrôle d'énergie un peu plus poussé. Ça veut dire que dans les hébergements, nous avons installé voilà, des capteurs à chaque entrée des ouvertures de mobil qui permettent de couper ou le chauffage ou la clim dès l'instant qu'il y a une ouverture de porte ou de fenêtre. Il y a aussi maintenant, depuis l'année dernière, nous avons un logiciel à distance qui permet de visualiser les consommations en temps réel dans les hébergements. Voilà, ça nous permet d'avoir un contrôle un peu plus à distance. Donc, si l'hébergement est libre, que les clients est parti, voilà, on peut couper voilà, l'électricité à distance. Voilà, donc au fur et à mesure, on commence à élaborer et avancer dans la partie contrôle et gestion d'énergie, ou aussi la domotique à distance. Voilà, donc ça, c'est grosso modo ce qu'on gère. Pour tout ce qui est déchets, c'est un peu la même chose. Donc, pareil, des fichiers Excel avec le contrôle, le comptage, voilà, aussi en rapport avec le coût mensuel qui engendre en fait voilà, les flux. Je pense que les flux, voilà, c'est très important de les gérer et puis justement d'éviter un gaspillage inutile, que ce soit voilà, pour tous les flux en fait que nous avons sur le terrain. Oui, merci beaucoup. Et effectivement, on voit que même avec juste déjà un fichier Excel et un suivi manuel, ça permet d'avoir des indicateurs quand même assez intéressants. Et on voit que vous le faites depuis longtemps, donc que c'est une démarche aussi qui peut tenir dans le temps et qui après, agrémentée de domotique, notamment là, pour l'énergie, on peut aussi aller plus loin dans le contrôle et dans les actions que ça permet de mettre en place. Oui, tout Mais à fait, oui, effectivement, voilà. merci beaucoup pour Donc ces voilà, exemples le côté concrets. manuel existe depuis très longtemps, mais là, voilà, avec voilà, les possibilités, les outils qui sont sur le marché, on peut facilement rentrer un peu d'intelligence dans les réseaux, que ce soit aussi pour tout ce qui est eau. Nous avons déjà une seconde réseau d'eau depuis très longtemps. Voilà, on a plusieurs sources d'eau sur le terrain, heureusement, donc ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Donc, pour l'eau, nous avons un second réseau d'eau pour tout ce qui est chasse d'eau sur l'ensemble du camping et tout ce qui est arrosage. Donc, là, c'est voilà, au niveau des économies d'eau, du eau de réseau, c'est juste impressionnant. Oui. Mais voilà, ce côté-là, donc tout ce qui est eau hors du réseau, on va pouvoir rentrer un peu plus d'intelligence dans le réseau si voilà, le moment qu'on est prêt. Ça veut dire un arrosage raisonné. Voilà, maintenant, on commence à voir aussi la végétation, on commence à adapter un peu la végétation, on commence à voir voilà, il y a des végétations qui ont besoin de moins d'eau que d'autres. Voilà. On passe un peu plus à des vivaces au lieu d'utiliser des annuels. Voilà, au fur et à mesure, on commence à adapter petit à petit aussi ce côté-là, en fait, pour limiter les consommations d'eau. Donc, que ce soit du réseau ou hors réseau, voilà, la réduction d'eau en global, voilà, c'est quand même très important. D'accord, en effet. Merci beaucoup pour ces exemples concrets. Ok. Je propose peut-être à Madame Vidal de faire son
retour d'expérience et ensuite on passera aux questions qui concernent du coup les témoignages. Bonjour, Alors, bonjour à tous. Donc, sur Ina, j'ai l'hôtel de Renaissance, ça va faire 8 ans, en juin de cette année. Donc, un hôtel, hôtel-restaurant, 30 chambres, 3 salles de séminaire, un restaurant de 110 places assises à l'intérieur, une quarantaine en terrasse. Nous, notre démarche, c'est vrai qu'on est écolabel depuis juin 2023, mais ça a commencé quand l'ADEME a lancé une appel à candidature pour participer à cette démarche d'excellence environnementale au niveau du restaurant, que ça a commencé quand j'ai fait des ateliers avec d'autres restaurateurs et d'autres hôteliers. Je me suis dit, ah mince, mais eux, ils font, par exemple, à l'époque, je faisais pas la collecte des biodéchets. Donc, je me suis tout de suite, ça m'a donné envie, en fait, de continuer. Et en juin, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore, puisque l'AFNOR, il viendra dans notre établissement, par exemple, c'est en avril, pour voir la démarche. Mais par exemple, l'écolabel, on a dit, ben, on fait déjà tellement de choses qu'en 6 mois, je me suis dit, on va se lancer. Et en 6 mois, on a eu l'écolabel parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de critères. Et c'est grâce à ces critères qu'en fait, d'abord, c'est grâce à l'ADEME parce que eux, j'ai vu les tableaux que vous savez, c'est à peu près la même chose que l'ADEME nous a donné. Mais il faut dire qu'on n'a pas besoin des tableaux si précis. Justement, on avait besoin de les faire en Excel et c'est très important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu la différence et ça permet, en fait, quand on prend les consommations d'électricité mois par mois, et bien, comme j'ai fait les comparatifs, mes tableaux datent depuis 2019. Enfin, je ne l'ai pas commencé en 2019 puisque je me suis engagée avec l'ADEME, c'était en fin 2021-2022. Donc, j'ai commencé, j'ai retracé des années auparavant depuis 2019. Et donc, chaque mois, ça permet de dire effectivement pourquoi on a consommé plus, pourquoi on a fait des efforts. C'est dû parfois, c'est parce que on a moins de consommation parce que les taux d'occupation est plus faible, mais parfois, et ça nous est arrivé d'avoir les taux d'occupation plus faibles et avoir une consommation importante due, par exemple, nous, on avait une plaque chauffante au niveau de l'étage qui a été rallumée sans faire exprès et qui a fait une consommation excessive. Donc, ce qui a fait la différence, et c'est très important de suivre les consommations parce qu'on a suivi, en fait, c'est la sensibilisation des salariés. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à passer dans les chambres et je me suis aperçue elle partait dans une autre chambre, elle laissait toutes les lumières allumées. Elle partait faire les halls, mais toutes les chambres dans le couloir, elles s'étaient toutes allumées parce qu'elle avait laissé les cartes. Et donc, c'était cette sensibilisation au niveau des salariés en disant, attention, non, vous sortez les cartes. On paye très cher l'électricité. Il vaut mieux que vous soyez dans votre poche avec une prime qu'elle est payée aux fournisseurs. Et donc, c'est grâce à ça. Et en plus, quand on voit la différence, on peut venir vers eux et lui dire, vous savez, les mois derniers comparé à l'année dernière, ben, on a fait un effort. Autant on a eu beaucoup plus de taux d'occupation, mais on a consommé moins. Et donc, ça fait participer quand même les salariés, ça leur motive à faire attention. Parce qu'on les éduque non seulement pour l'établissement pour lequel ils travaillent, mais on les éduque parce qu'ils vont faire la même chose chez eux. Donc, ça a été très positif. Moi, l'année dernière, j'ai subi une hausse d'électricité de 115%. C'est pas des 50, c'est des 115% la hausse en prix en électricité et 150 en gaz. Donc, la différence, enfin, ça c'est très négatif, mais ça n'a rien à voir avec la comparaison avec suivre la consommation. D'ailleurs, suivre la consommation m'a permis en 2024 de faire une économie, justement, à force de dire à tout le monde en cuisine, vous partez, vous éteignez, laissez des panneaux un petit peu partout. Donc, on a 7,5% de moins d'économie d'électricité. Et ça veut dire qu'avec la hausse qu'on a fait, j'aurais dû payer encore 3 000 euros supplémentaires. Ça m'aurait coûté 3 000 euros supplémentaires si je n'avais pas fait cette économie. Certes, au lieu de payer 22 000 à l'année, j'ai payé 45 000. C'est énorme pour une petite structure.
en électricité une année sur l'autre, mais en même temps, je me suis dit, je vois les côtés positifs. Si j'avais pas surveillé cette consommation, ben, effectivement, j'aurais payé encore 3 000 euros encore de plus, ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Et c'est pareil pour la consommation en eau. Et ce qui est le plus important, mis à part de suivre les tableaux, c'est les contrôles qu'on fait de façon... moi, je les fais 3 fois par semaine. Je m'oblige 3 fois par semaine de faire les tours parce qu'on a là où il y a les chaudières, par exemple. Bon, souvent, on a des hôtels qui sont un peu vétustes. Nous, les nôtres, par exemple, ça fait 30 ans qu'ils existent. Donc, il y a des choses qui sont vieilles et qui commencent à y avoir beaucoup de vétusté. Donc, on a beaucoup de problèmes de fuite. Et il y a que les contrôles au quotidien qui permet de faire, certes, il y a des fuites qu'on ne peut pas voir, c'est en suivant la consommation d'eau. Une fois que ça arrive, soit on essaye, nous, de la suivre mois par mois, bien que ce n'est pas évident parce qu'il faut aller dans des endroits où ce n'est pas très accessible ou si ça ne se voit pas. Mais quand on suit sinon, au niveau des factures, voilà. Mais les factures, c'est vrai que c'est 2 fois par an, donc c'est difficile au bout de 6 mois de se dire, ah mince, mais on avait des fuites, mais c'est où? Et donc, c'est les contrôles. Donc, et grâce à ces tableaux, grâce à l'exigence des critères de l'ADEME et à l'exigence des critères de l'écolabel, on a commencé euh, par les combles, c'est l'isolation des combles. Donc, on s'en est aperçu que en fait, c'était pas très bien isolé, donc on a fait le nécessaire. En comptabilisant, vous savez, quand vous avez l'écolabel, il vous demande de comptabiliser le nombre d'ampoules LED, celles qui sont allumées plus de 5 heures, moins de 5 heures. Et en fait, en faisant ces contrôles-là, je me suis aperçue qu'en fait, on avait beaucoup d'ampoules à l'époque qui étaient pas LED, qui étaient beaucoup de lampes. Par exemple, dans une chambre, on avait 23 ampoules. C'est moi, j'avais envoyé ma fille, je me dis, mais ces enfants, ils savent rien faire, ils savent pas compter, c'est pas possible. Je monte dans la suite, effectivement, il y avait 23 ampoules, elle avait bien compté, sauf qu'effectivement, ça permet de se rendre compte qu'en fait, qu'on peut faire des choses et qu'on peut réduire et mettre des lampes peut-être avec plus économes. Euh, pour l'eau également, l'effet de contrôler les débits d'eau dans chaque chambre, dans chaque douche, dans chaque lavabo, ça nous a permis de contrôler et de se dire, mince, c'est pourquoi ici on dépense autant, il y a tant de consommations dans ces robinets, pourquoi il y en a autant alors que les autres, et en fait, il suffit que vous avez un employé, nous avez un homme d'entretien. S'il y avait un problème dans une douche, ben, il allait changer les pommeaux de douche avec les tuyaux, et ben, il mettait pas les mousseurs. Et donc, sans mettre les mousseurs, on s'en a aperçu qu'effectivement, même si on avait initialement fait un audit et mis des mousseurs partout, la deuxième fois, il s'était pas rappelé, l'effet de récontrôler, l'effet de mesurer, ben, ça a permis en fait de se rendre compte qu'on peut économiser à chaque fois. Donc la mesure, qu'il soit dans l'eau, dans l'électricité, c'est vraiment très important. Même si on n'a pas le temps, un petit tableau quand la facture arrive, j'essaie de faire, chaque fois que la facture arrive, je regarde la facture et je le mets en suivant. Ça permet de ne pas revenir sur ce qu'on a fait et au bout des 3 mois ou 4 mois, ça permet de contrôler, d'avoir un suivi plus précis. Ah ben, merci beaucoup hein, pour ce témoignage très concret. Mm. Euh, Effectivement, les exemples sont très parlants et on voit effectivement l'intérêt de suivre et de mettre en place des actions et de voir l'impact Tout à fait. derrière, tout en contrôlant quand il y a effectivement Ouais, des consommations, comment dire, problématiques qui sont dues à voilà, un souci technique à corriger. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et je propose peut-être à tous les participants, si vous avez des questions, de les poser maintenant, parce que Madame Vidal doit nous quitter après. Donc, si vous avez des questions sur les deux témoignages qu'il y a eu, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, j'ai une question dans le chat. Euh, Savez-vous estimer le coût de la mise en place d'un réseau de compteurs?
Moi, personnellement, c'est-à-dire que nous, c'est une structure qui est plus petite, donc on n'a pas cette chance comme Hélène qui a les campings paradis d'avoir des sous-compteurs. On aurait voulu les faire pour la partie hôtel, la partie restaurant, mais bon, c'est petit, c'est un peu compliqué, ça risque d'être coûteux, donc du coup, on a préféré ne pas les mettre en place. Donc aujourd'hui, voilà, je n'ai aucune idée combien ça pourrait éventuellement coûter. Peut-être Hélène? Alors, si on est sur quelque chose de manuel pour les divisionnaires, les compteurs divisionnaires d'eau, ben, c'est pas si compliqué que ça, hein. Je crois que voilà, il y en a déjà à partir de 25 euros pièce. Il suffit de le mettre voilà, sur les réseaux d'eau. Après, à voir si vous voulez le mettre sur le compteur d'eau froide ou chaude ou même les deux, en fait. Et là, je viens de répondre donc dans le chat pour justement euh, voilà les solutions plutôt où on veut rentrer un peu plus d'intelligence dans le réseau et puis de contrôle à distance. Voilà, nous, on travaille avec Esme Solutions euh, pour la partie électrique. Donc là, actuellement, on n'est que sur l'énergie. On n'a pas rentré encore l'eau dans le suivi, on va dire. Étant donné que ça va être reparti, ça va être un projet de plusieurs années, financièrement aussi, parce qu'il y a quand même, là par contre, il y a un coût. Il y a un coût, il faut que les réseaux soient possibles, le Wi-Fi ou en filaire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses techniques derrière à mettre en place avant que ça puisse fonctionner. Euh, voilà, chez nous, voilà, il y a le terrain aussi, hein. On est sur 8 hectares, donc c'est pas pareil que quand on est sur des bâtiments. Et il y a Ocel aussi, qui est très connu aussi dans le monde, surtout, je pense, du camping. Je parle donc du camping, qui est très connu aussi dans la supervision. Donc là, pareil, voilà, c'est eau et énergie. Donc, voilà, en fait, c'est des formes de plateformes qu'on peut gérer à distance. Voilà, la consommation, on peut voir la consommation instantanée de l'hébergement. On peut voir ce qui est allumé, ce qui est éteint. Voilà. En fait, par ça, on essaye surtout d'enlever les pics de consommation. Donc, on sait que, voilà, chez nous, le matin, il y a des pics quand tout le monde se lève. Et puis le soir, voilà, il y a de nouveau des pics de consommation. Donc, en fait, ce genre de pic de consommation, on essaye de le lester, en fait, de le lisser. En fait, les pics de consommation coûtent aussi très, très cher. Donc, ça, c'est un peu surtout le but. Bon, une fois qu'on a certainement tout mis en place, voilà, on commence petit à petit à rentrer un peu plus d'énergie. On va faire un apport d'énergie aussi dans le réseau. Donc ça va être la prochaine étape. On va commencer donc cette année avec voilà, des panneaux solaires et voilà. Donc d'étendre un peu ce côté-là aussi. Donc, bah, merci à vous deux pour vos témoignages très instructifs. Merci beaucoup. Bon, si j'ai quelque chose juste à rajouter, c'est une des choses, oui, les plus importantes, c'est ça, c'est la formation pour le personnel et la sensibilisation toujours, tout le temps. En fait, il faut pas aller faire une formation d'un jour et c'est fini. Et c'est tout le temps, c'est constant. C'est toutes les semaines, une fois par mois, d'aller contrôler. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et pour ma part, est ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, hein, il y a la partie technique, suivi Excel, mais il y a aussi le côté humain à ne pas oublier, hein, Ouais. Par formation en contre, j'ai beaucoup continu. de lacunes. Je vois que vous faites tous les jeudis, c'est très intéressant. J'ai une problématique, c'est comment faire voir la démarche à la clientèle. Parce que souvent, dans les questionnaires de satisfaction, on demande à la clientèle s'ils ont vu notre démarche, des collabels. Et comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, qui sont présentes, et chez nous, ils ne les voient pas. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, avec les critères
des étoiles, c'est normal d'avoir des pouvelles sélectives. Ça s'est normalisé un peu, mais en fait, il faut savoir que quand on a l'écolabel, c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même de l'investissement, beaucoup d'investissement personnel, mais aussi financier. On met des capsules bio, on met des sachets bio d'été, on fait beaucoup de choses et tout ça, c'est dommage que la clientèle, c'est dommage d'avoir tant de sacrifices pour que la clientèle ne s'en aperçoit pas. Donc, si vous faites, s'il vous plaît, un autre webinaire où on en parle de comment on peut le faire, comment on peut faire une communication efficace, j'aimerais bien être invitée et écouter avec plaisir l'expérience des autres. Merci beaucoup pour cette suggestion. Je le note en tout cas. Et de toute façon, effectivement, c'est des thématiques qui nous intéressent aussi et qu'on essaye d'aborder dans nos accompagnements. On l'a déjà fait aussi sur des tables rondes dans différents événements. Mais voilà, pourquoi pas effectivement le retraiter dans le cadre d'un webinaire. Merci. Merci beaucoup. Allez, excellent webinaire et puis à bientôt alors. Merci, à bientôt. Au Merci, revoir. désolée de vous quitter, mais j'ai une autre réunion. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu là dans cette première partie, c'est important de suivre ses consommations, mais ce qui est aussi important de suivre, ce sont les impacts euh, de votre structure et notamment l'empreinte carbone. Donc, le bilan de gaz à effet de serre, c'est un exercice de comptabilité carbone que l'ADEME définit comme une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise ou captée dans l'atmosphère sur une année par les activités d'une organisation ou d'un territoire. Si on reprend, pour mettre en contexte les chiffres de l'ADEME sur le tourisme en France, donc en France, le tourisme a généré 97 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2022. Bon, ce chiffre va pas forcément nous parler, mais quand on rentre dans le détail de la répartition des émissions, donc on voit que le premier poste d'empreinte carbone, c'est la mobilité. Finalement, les déplacements des voyageurs et des touristes vers leur lieu de séjour. Et donc, on peut se dire également, quand on regarde la répartition des émissions, que finalement, l'eau et les déchets ne représentent qu'une petite partie de l'empreinte carbone. Mais j'aimerais préciser qu'effectivement, il y a les impacts carbone, mais il y a aussi d'autres impacts environnementaux. Même si l'eau et les déchets représentent un petit impact carbone au niveau du tourisme, ces thématiques-là, elles sont liées à d'autres enjeux, donc notamment la ressource en eau, les questions de raréfaction de la ressource, des tensions hydriques, notamment en période estivale, euh, ou encore pour d'autres types de pollution pour les déchets, notamment avec la pollution des sols. C'est important en tout cas de voir aussi les impacts de manière globale et non uniquement sur les impacts carbone. Mais pour rester sur cet exemple, sur cette thématique-là, quel est l'intérêt aussi de réaliser le bilan carbone de sa structure? Donc déjà, ça permet de connaître le profil des émissions de gaz à effet de serre de son activité, comme on l'a vu le graphique à l'échelle de la France. Voilà, c'est intéressant aussi, vous, à l'échelle de votre structure, de voir quelles sont les activités qui vont représenter le plus d'impact. Il y a plusieurs outils et porteurs de solutions qui peuvent vous aider à réaliser votre bilan carbone. Par exemple, le chlorophylle, nous, à l'Interfilière, nous avons travaillé avec eux dans le cadre d'un accompagnement et justement, le témoignage qui viendra par la suite concerne cet accompagnement avec l'outil chlorophylle. Il y a par exemple aussi l'Association pour la transition bas carbone, ABC. Voilà, plusieurs différents types de porteurs de solutions peuvent vous accompagner dans cet exercice assez quand même complexe. Ça permet ensuite aussi de repérer les marges de manœuvre pour réduire les émissions de votre activité et de mettre en place un plan d'action permettant de décarboner à court terme les activités sur lesquelles vous avez des marges de manœuvre notamment. Ça peut être aussi des nouveaux indicateurs de performance à intégrer dans votre stratégie et identifier aussi les actions qui peuvent à la fois permettre de réduire les émissions et de réduire aussi vos charges, comme par exemple la réduction, les économies d'énergie notamment. Et l'idée après, à long terme, en réalisant son bilan carbone, c'est aussi d'avoir une stratégie bas carbone à moyen et long terme pour avancer sur ce sujet-là.
À noter également que réaliser le bilan carbone de votre structure, ça peut vous servir aussi d'appui pour les démarches de labellisation environnementale, clé verte, Colabel européen, par exemple, qui intègrent la mesure de l'empreinte carbone. Au niveau de cette thématique-là, vous pouvez avoir différentes ressources qui peuvent vous apporter en tout cas des informations si vous hésitez à vous lancer ou pour en connaître un petit peu plus. Le site France Tourisme Durable, par exemple, donc, qui est une plateforme qui vous propose différentes ressources. Le site Transition écologique des entreprises, là où vous avez par exemple une capture d'écran où ils peuvent vous donner des indications sur les aides à la transition écologique. Et aussi la librairie de l'ADEME hein, qui propose différents guides, notamment en fonction des secteurs et qui peuvent vous apporter des informations supplémentaires sur ce sujet. Je vous propose de passer de suite pour compléter mes propos, puis on passera ensuite aux questions-réponses après l'intervention, au retour d'expérience de Sarah Gobato et Maxime Chevassus. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Je vais laisser Maxime présenter son C'est établissement. avec plaisir. Oui, Sarah, vous m'entendez bien? Donc oui, Maxime, je suis là-dessus. Donc j'ai la chance de diriger le village vacances Le Jeune K à Vieux-Bocaux, qui est géré donc par Artes Tourisme. On est donc sur un établissement en ultra-centre de la station de Vieux-Bocaux, 144 logements qui sont divisés en deux typologies bien distinctes. On a une partie vraiment prestation hôtelière en chambre et une trentaine de gîtes en formule locative. On est ouvert de avril à fin octobre avec une différente typologie de clientèle qui peuvent aller du groupe d'enfance, qu'on a aussi un bâtiment qui est classé, qui est certifié pour accueillir les mineurs, que de la clientèle familiale classique sur le reste de la saison. J'ai eu la chance d'intervenir lors d'un webinaire à l'automne parce que chez Artes, on a une vraie démarche sur le développement durable et sur l'impact qu'on peut peser sur la planète. Nous, sur le bilan carbone, on a la chance de profiter de l'expérience de la solution chlorophylle que Sarah parlera juste après. Je vais juste profiter de revenir un petit peu en arrière sur, si vous me permettez, sur la partie gestion des fluides pour rajouter juste une Bien chose dessus, parce que j'ai sur l'établissement que je gérais avant, qui était donc le village vacances Le Lac Marin à Souston, on avait fini nous la démarche pour le décret tertiaire. Finalement, sur nos établissements, on se rendait compte que finalement les gros postes énergivores d'un point de vue électrique, c'est les VMC et les ballons d'eau chaude, qu'ils soient individuels ou collectifs en fonction de nos structures respectives. Et les deux axes d'amélioration qui ont eu un impact significatif, en tout cas nous, sur notre consommation d'électricité, au-delà de tout ce qui a été dit, qui sont des très bonnes pratiques qu'ont pratiquées qu'ont partagé tout à l'heure les deux intervenants. Ça va être déjà sur tout ce qui est préventif dans le matériel, sur les VMC, de bien entretenir ces conduits VMC et au niveau des ballons d'eau chaude, de détartrer ces résistances régulièrement. C'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est vrai que ça a un impact significatif parce que finalement, sur nos équipements, alors nous, on n'avait pas de chauffage parce que ni de clim, donc quand on enlève ces équipements-là, finalement, c'est les VMC et les ballons d'eau chaude qui sont les plus consommateurs. Et de faire une maintenance préventive sur ces équipements-là, ou quand on les remplace, de ne pas prendre les moins chers et de prendre des équipements qui sont moins énergivores, finalement, on retombe rapidement sur nos couilles, on fait vite fait rapidement des économies. Parce que finalement, quand on analyse appareil par appareil ce que représentent nos consommations sur nos équipements type ERP, finalement, c'est souvent les mêmes équipements qui reviennent. Ça va être ballon d'eau chaude, VMC ou chauffage clim. Et donc, il y a voilà, il y a beaucoup. C'est là-dedans qu'il faut aussi trouver les subtilités, bien sûr avec le personnel, mais surtout en faisant de la maintenance préventive et en achetant de manière intelligente, même plus cher, mais finalement, on retombe facilement sur ses pieds et qui nous permet des économies rapidement. Voilà, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je voulais pas intervenir Non, tout à l'heure, comme je savais que j'allais avoir la parole, je me suis dit, je vais attendre que mon tour de parole arrive pour me pas de permettre souci. l'intervention. Non, mais ça a tout son sens aussi, hein, parce que de toute façon, maîtriser ses consommations d'énergie, comme on disait, ça a un impact après sur l'empreinte carbone hein, pour la réduire. Donc, vous avez bien fait
de nous parler de ce retour. Et voilà, donc maintenant je vais laisser plus la parole à Sarah, donc, qui est en charge du développement durable à Artes, parce que c'est elle qui suit le bilan carbone de mon établissement et qui est en train d'entreprendre tout le calcul et qui pourra être beaucoup plus précise que moi. Putain, merci. Oui, du coup, Sarah Gobet, je suis chargée de développement touristique chez Artes. Juste pour remettre dans le contexte, Artes, du coup, on fait partie du réseau du tourisme social et solidaire. On a 15 structures un peu réparties partout en France et une filiale qui s'appelle Artes Tourisme, où on va gérer des auberges de jeunesse, des villages vacances, des résidences de tourisme. Et donc, en fait, le village vacances, le Junca, fait partie des établissements phares d'Artes. On a 4 établissements en Nouvelle-Aquitaine qui font tous partie de l'UNAT, du réseau UNAT Nouvelle-Aquitaine. Donc, on profite régulièrement des études et de tout ce que propose l'interfilière Nouvelle-Aquitaine pour avancer dans notre démarche durable. Et donc, cette année, on s'est lancé sur le village vacances Le Junca sur un bilan carbone qui est un gros projet. En fait, le Junca est déjà assez avancé dans sa démarche éco-responsable. L'établissement est labellisé Clé Verte depuis 2022. Et en fait, d'année en année, on essaye d'être dans un processus d'amélioration continue et on se rendait compte que sur les critères Clé Verte, si certains d'entre vous connaissent, une fois qu'on a rempli les impératifs, il reste les critères conseillés à améliorer d'année en année. Et il y a toute une partie au début du bilan clé verte qui est sur la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a décidé de se pencher sur ça. Donc, en fait, on a répondu à une petite newsletter de l'interfilière tourisme durable qui proposait d'être accompagné sur un bilan carbone en 2025 avec notamment l'entreprise Chlorophylle. On a bondi sur l'occasion d'être accompagné gratuitement et en fait, on profite pendant toute l'année 2025 d'un outil de chlorophylle qui permet d'évaluer son empreinte carbone sur un temps donné. Donc, nous, on a décidé de se baser sur le Ginca sur l'année 2024. 1er janvier, 31 décembre, on fait le calcul total. Ce que vous voyez sur la droite du coup de votre écran, c'est une capture d'écran de notre bilan carbone actuel sur Chlorophylle qui est en cours. Un bilan carbone, ça prend du temps. On est vraiment au début de notre démarche, comme on est au mois de mars. On a déjà rempli pas mal de critères, mais donc pour vous expliquer, en fait, Chlorophylle va nous proposer un outil en ligne, une plateforme où on va avoir des catégories. Il y a des questions préliminaires, notre nombre de nuitées, le nombre de personnes qu'on accueille, nos consommations, des choses un peu b.a.-ba. Puis après, on rentre un peu dans le dur de la mesure de notre empreinte carbone. Donc, ça va nous demander, là, typiquement, j'ai mis un petit exemple au niveau de nos véhicules, combien de kilomètres on va avoir parcouru sur l'année T. Ça va être de faire l'évaluation de tous nos achats sur l'année 2024, que ce soit les petits consommables, mais également le mobilier. Ça va être d'évaluer au niveau de la blanchisserie, tout ce qui a été traitement externe, les kilomètres parcourus par notre linge, qui l'a traité. Ça va être sur les déplacements des clients, parce que du coup, Mathilde le disait, il y a toute cette problématique du transport au niveau des émissions de carbone. Donc, ça va être savoir d'où viennent nos clients, quelles échelles, à quelles échelles, enfin, de quelles échelles, pardon, ils proviennent, on va dire, si c'est des clients internationaux, nationaux, régionaux, locaux. Donc, il y a tout ça comme données à rentrer et notamment aussi une partie qui est très, très intéressante sur les achats alimentaires. Donc, si vous connaissez un peu Clévert, ça va vous demander d'acheter au moins 5 produits locaux par service. C'est toujours très bien de faire ça. Et c'est vrai que là, ça va beaucoup plus loin. On va estimer en fait les kilos achetés de chacun de nos produits, par exemple, pour voir l'empreinte carbone des produits et voir ce qu'ils consomment le plus. Bon, je rentre un peu dans les détails, mais tout ça pour dire qu'on est une démarche qui va prendre du temps, qui va très loin, qui est très poussée. Et l'avantage de Chlorophylle, c'est qu'en fait, c'est un outil qu'on a trouvé avec Maxime très intuitif. La plateforme est facile d'accès, c'est déjà visuellement très agréable à utiliser. On va avoir un suivi, donc nous, par une chargée de projet chez Chlorophylle qui s'appelle Madame Guénon. Je pense qu'elle est dans cette visio, mais elle ne pouvait pas participer. Et donc, tous les mois, elle va nous relancer sur les dossiers, elle va voir s'il y a des points en attente. Donc, positif. On va aussi avoir, grâce à cet accompagnement et à l'utilisation de chlorophylle, des outils intermédiaires. On récupère en fait en toute transparence des gros fichiers Excel avec plein d'onglets où on va pouvoir entrer toutes nos données. Et c'est vrai que c'est un très intéressant pour nous-mêmes d'avoir récupéré ces fichiers pour notre suivi, notre contrôle de gestion. Ça va servir à plein de choses. En fait, le bilan carbone, c'est une véritable méthodologie et
Ça permet un suivi, un peu comme ce que vous disiez sur vos outils de consommation et vos outils de suivi des consommations mensuelles, pardon. Là, c'est la même chose. En fait, ça va nous permettre de suivre vraiment tous les postes d'émissions de gaz à effet de serre dans notre entreprise. Donc, très, très intéressant. Et surtout, le point positif de se lancer dans une démarche de bilan carbone, je trouve que c'est d'aller plus loin que les détails. C'est-à-dire, avec les Vertes, on nous apprend beaucoup à l'importance des éco-gestes et j'en suis la première partisane. C'est très important de faire des petites actions, mais ça nous permet surtout, avec le bilan carbone, de se recentrer sur nos vrais postes d'émissions de gaz à effet de serre, de voir vraiment là où, en fait, on a le plus d'axes d'amélioration, le plus d'axes de progrès. On n'est pas encore arrivé au bout, mais bon, ça commence déjà à dessiner les tendances, en effet, transport, achat, consommation d'énergie. Forcément, c'est ce qui va peser le plus lourd dans notre empreinte carbone. Mais ça nous permet aussi, du coup, de voir les axes de progrès. Dans les points négatifs, c'est lourd. Il faut porter le projet. Il faut quelqu'un qui soit dédié à ça pendant au moins quelques heures par semaine, parce que c'est vrai que ça peut prendre de la place. Mais l'avantage d'être suivi et d'être accompagné, c'est que ça nous remet un petit coup de fouet quand on est un peu à la traîne et qu'on a oublié de remplir nos indicateurs. Donc, moi, pour l'instant, je trouve que la démarche est très positive. On n'est pas arrivé au bout. Dans les prochaines étapes, une fois qu'on va avoir fini, je pense, au niveau du mois de juin, et ben, on va arriver à la partie où on va devoir mesurer en gros là où on pourrait s'améliorer, faire un petit plan d'action, voir nos objectifs sur les 2 prochaines années, parce que ce qui nous a été conseillé, c'est de faire un bilan carbone tous les 2 ans. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Dans ce qui pourrait peut-être intéresser les gens, bah, ça couvre toutes les scopes. Ça, c'est très intéressant si on veut faire un bilan carbone, donc émissions directes et indirectes. Et l'autre sujet souvent qui intéresse, c'est le prix. J'espère ne pas me tromper, mais dans ce qu'on m'a dit, si on avait dû le payer, ça tourne en dessous de 1 000 € par an, ce qui est très peu cher pour un bilan carbone par rapport à toutes les études que j'avais pu faire comparatives pour nous lancer sur la démarche. Donc voilà, très positif. Et ça nous permet d'anticiper les réglementations qui devraient arriver d'ici quelques années. Merci beaucoup, Sarah, pour ce Bon, présentation très un grand complète. monologue. Oui, Ah non, désolée mais pour ce grand c'était super monologue, mais intéressant et je pense qu'au moins, voilà, voilà. ça explique vraiment globalement la démarche et avec des exemples concrets, effectivement, sur les indicateurs à renseigner, ce qui peut Mhm. intéresser, je pense, les participants. Et merci également pour les petites informations sur le chlorophylle. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on vous mette en contact avec eux, si leur solution vous intéresse. Et je propose de passer aux questions sur les quelques minutes qui nous restent. Hop, parole. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions par la suite, à nous contacter par mail ou aussi à suivre nos différentes actualités sur les réseaux sociaux d'Interfilière. Alors, je vois une question. Quel genre d'indicateurs sont à remplir sur les déchets, biodéchets? Est-ce que Sarah, vous êtes arrivée jusqu'à cette partie-là? J'y suis. J'y suis arrivée. Ça demande juste sur l'année 2024 le tonnage de déchets, donc ordures ménagères, recyclables, biodéchets bien sûr, et ça va demander aussi sur le verre ce qui a été consigné, enfin ce qui était consigné et pas consigné. Donc voilà. Ok, super. Et ils ont mis aussi dans la catégorie traitement des déchets la partie traitement des eaux usées. Donc Ok. voilà tous les indicateurs. Avec plaisir. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous les intervenants voilà, d'avoir partagé votre retour d'expérience. C'est toujours hyper enrichissant de pouvoir compléter avec les informations de contexte sur différentes thématiques. Et merci à tous les participants voilà, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.